Eh ben, bonjour à tous. Voilà, je me suis dit, samedi midi, et si on parlait d'horticulture? Non, sans déconner. L'horticulture, c'est vraiment pas ma spécialité, j'ai vraiment pas la main verte. Alors je me suis dit, si on parlait sexualité? Eh oui, et pourquoi pas? La sexualité, c'est plus tabou. La sexualité, on en parle beaucoup dans les séminaires. Dans ceux qu'on organise ou dans ceux que j'ai faits, c'est vrai que c'est un sujet qui vient toujours sur le tapis à un moment donné. Et ça me trouvait intéressant de vous donner un petit peu des éléments par rapport à ce sujet qu'on connaît tous forcément, et de voir combien c'était un sujet qui était quand même majeur et qui pouvait être révélateur de notre évolution, ou qui pouvait être parfois un frein à notre évolution. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, mettons le sujet sur la table, hein, parce que l'un dans l'autre, finalement, pourquoi s'en priver, hein. Bien. Alors, tout d'abord, moi je pose souvent le sujet, je pose souvent la question en termes de moteur. C'est quoi les moteurs de notre sexualité finalement? Je pense qu'il y a plusieurs moteurs. Il y a d'abord un moteur purement physiologique, hein. C'est un besoin primaire, il faut jamais oublier. Donc il y a les hormones qui parlent à un moment donné, et puis c'est plus ou moins fort selon les âges aussi. Et puis il y a des cycles de vie qui fait que tout ça, ça se transforme. Mais en tout cas, il y a un côté pulsionnel qui est lié à l'activation physiologique et côté hormonal. Bon, ça c'est une chose. Et après, il y a deux choses, deux moteurs d'activation de la sexualité qui me semblent vachement intéressants de regarder, en général. C'est le moteur qui va être la sphère fantasmatique, qui pour moi est une construction mentale, et la sphère de l'émotionnel. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir quelle conscience on met là-dessus, sur finalement nos propres déclencheurs de la sexualité, sur notre sexualité. Est-ce que on est dans une sexualité qui est très activée par la sphère fantasmatique, par la construction mentale, ou est-ce qu'on est dans une sexualité qui est activée plutôt par la sphère émotionnelle? Alors ça varie selon les gens, ça varie aussi beaucoup selon les genres. Mais c'est vrai que la partie fantasmatique, c'est quand même une construction mentale. C'est quand même quelque chose qui souvent a des tenants et aboutissants qui nous dépassent. Notamment, il y a un point important de l'inconscient collectif dans la sphère fantasmatique, le plus souvent. Bon, on le sait bien, aujourd'hui, on est dans une ère où on est sur la fin justement d'un patriarcat qui a eu un poids très conséquent sur les relations, notamment dans la sexualité entre les hommes et les femmes. Mais ça n'est qu'un cycle par rapport à des périodes où il y a eu un poids très conséquent du matriarcat. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que finalement, quand je dis nos schémas fantasmatiques comme construction mentale qui ont un impact sur notre sexualité, ben, il peut y avoir des éléments dans la construction fantasmatique qui sont des éléments qui viennent de l'extérieur, qui sont des acquis. Pourquoi? Ne serait-ce que par rapport à l'attirance, par rapport à la séduction. Tous ces schémas-là sont souvent des schémas sociétaux. Pourquoi on a ces images tous en tête, là, la fameuse, pour les hommes, la fameuse blonde à forte poitrine, un archétype, ou pour les femmes, les tablettes de chocolat, voilà. Bon, tout ça, c'est de l'acquis. Tout ça, c'est pas inné. Ensuite, on a des constructions fantasmatiques qui peuvent être personnelles et qui peuvent parfois, d'ailleurs, là encore, ne pas forcément être si personnelles que ça, dans le sens où ce sont parfois des héritages du transgénérationnel. Voilà. En tout cas, toutes ces constructions, tous ces éléments de la construction fantasmatique peuvent, le cas échéant, avoir un lien avec tous nos systèmes compensatoires, tous ces systèmes que l'on met en place pour pallier des vides émotionnels. Et d'ailleurs, c'est assez connu que dans toutes les gens qui ont des problématiques de compulsion sexuelle, c'est particulièrement lié à des vides émotionnels abyssaux. Voilà. Donc, voilà, il y a cet aspect des choses, et quand on met de la lumière là-dessus, alors c'est vrai pour tout le monde, hein, il n'y a pas de sexualité normale, ça n'existe pas. Et il n'y en a pas deux pareilles. Tout simplement parce qu'on se construit de la même manière qu'il n'y a pas deux personnalités identiques. Donc,
pour moi, il n'y a pas deux sexualités identiques, il n'y a pas deux rapports à la sexualité identiques. Il y a simplement à un moment donné des gens qui vont avoir comment dirais-je, une attirance parce qu'ils vont avoir les mêmes schémas de fonctionnement. Alors des gens vont tout à fait être de bons amants et vont avoir une sexualité épanouie en couple parce qu'ils vont avoir les mêmes aspirations. Mais ces mêmes aspirations peuvent découler d'une adéquation entre leur monde fantasmatique respectif. Voilà. Et avant de revenir là-dessus, je vais développer le troisième moteur. Le troisième moteur, lui, c'est plutôt la sphère de l'émotionnel. C'est-à-dire que le génital étant moins piloté, pas piloté par des aspects fantasmatiques, mais un génital qui va être piloté par des aspects émotionnels, c'est-à-dire avoir un génital qui soit activé purement parce que je ressens au niveau du cœur, par rapport à ce que l'autre me fait ressentir. Et ça, c'est une autre source, c'est un autre moteur. Et je crois que plus on évolue, je pense que quand on est jeune, alors moi je parle naturellement, je suis personne, en tout cas pas une autorité en la matière, je suis plus là en termes de témoins. Il me semble de témoins, hommes, blancs, caucasiens, quinquas, voilà. Moi, il me semble que quand on est jeune, en général, bon, la sphère, c'est les hormones qui parlent beaucoup et la sphère fantasmatique qui va parler. Et plus on vieillit, plus on va se rendre compte que dans cette sphère fantasmatique, il y a beaucoup d'emprises liées à nos comportements compensateurs et en tout cas à nos besoins et qu'on peut aborder la sexualité par rapport parfois de manière très égotique, par rapport de manière très 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 froide finalement. Alors que finalement le besoin à combler c'est un besoin émotionnel et que là aussi se laisser aller à une relation qui soit beaucoup plus en connexion directe avec nos ressentis émotionnels, c'est quelque chose d'intéressant. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que le plus souvent dans les milieux spirituels on nous parle de sexualité sacrée. Et c'est quoi la sexualité sacrée? C'est juste ça. C'est juste essayer d'être dans un rapport à la sexualité, dans un rapport à l'autre qui soit beaucoup plus connecté à nos ressentis émotionnels et beaucoup moins connecté à nos schémas fantasmatiques. Ce qui n'est pas forcément simple, parce que d'une manière ou d'une autre, on a tous une expérience, on a tous une construction mentale qui fait que on va avoir une sexualité qui peut être teintée. Par exemple, je vais dire en quoi le contrôle, le besoin de contrôle, le besoin de domination, le besoin de soumission, etc., qui peut être lié à nos différents moyens de répondre, de nourrir des besoins affectifs, ben ça peut se retrouver présent dans notre sexualité. Et c'est en travaillant sur le comblement de nos besoins, le plus souvent, qu'on met en lumière aussi des choses que l'on souhaite changer dans notre sexualité. Ça, c'est des choses que l'on voit en séminaire, c'est des choses qui sont finalement assez récurrentes. Et donc, quand on parle de sexualité sacrée, c'est justement pour recoller, pour prendre en compte la dimension émotionnelle dans notre rapport à l'autre, dans notre rapport physique à l'autre. Voilà. Et donc, naturellement, le plus souvent, la sexualité sacrée, ben c'est tout sauf une sexualité de performance. C'est-à-dire que si je suis un homme, eh bien, je m'attends pas particulièrement à une femme qui réponde à des pratiques spécifiques, etc. On est dans la trivialité là, hein, mais vous savez, entre garçons, c'est voilà, bah, celle-ci, elle est coquine, elle est pas coquine, elle est cochonne, elle est pas cochonne, elle fait ceci, elle fait pas cela. Alors toujours par rapport aux références que j'ai citées tout à l'heure, hein, des références qui sont pas forcément nôtres. Et puis quand on est une femme, c'est pareil. À un moment donné, ça, il assure pas, etc. Puis c'est quoi assurer, que ce soit pour un homme ou une femme. Mais surtout sortir du culte de la performance. Je veux dire, il n'y a pas de femme frigide, il n'y a pas d'homme impuissant. Il n'y a que des gens à un moment donné qui sont pas capables de se connecter à leur cœur purement, qui sont pas capables de se connecter à l'autre. Hein, par rapport à des vécus qui le justifient. Voilà. Donc la sexualité sacrée, c'est une sexualité où il n'y a pas de performance. Hein. Je bande pas, on s'en fout. La nana, elle mouille pas, elle s'en fout. Pardon pour la trivialité, mais je crois qu'il faut utiliser les termes qui conviennent, les termes qui nous sont les plus familiers. Et finalement, c'est très très sain. La sexualité, c'est pas sale. Et donc, on s'en fout de la performance. Ce qu'il nous faut, c'est une vraie connexion d'âme à âme. Et quand je dis ça, je veux pas être grandiloquent non plus.
Je veux simplement dire une connexion à l'émotionnel. Qu'est-ce que l'autre me fait ressentir? Est-ce que je suis dans la joie ou est-ce que je suis dans l'excitation par rapport à des références fantasmatiques? Voilà. Ça, c'est vachement important. Ça, c'est une clé assez cruciale. Alors, en toute humilité, hein, moi, ce sont des choses qui, comme je l'ai dit, par rapport à un parcours d'un homme qui a son expérience de vie avec des périodes de vie très épanouissantes sur ce terrain-là, et puis des périodes plus sombres, des périodes plus difficiles, et maintenant peut-être une appétence, peut-être une envie aussi d'aller vers quelque chose de différent. Et on le retrouve, que ce soit, c'est pas une affaire de genre, je crois que c'est aussi bien présent chez les hommes et chez les femmes. Mais c'est cette envie de se connecter vraiment à l'être, de se connecter véritablement à l'autre, d'un point de vue émotionnel, et de faire de la lumière, d'être conscient de quand je suis connecté à l'autre, ou quand je suis connecté plutôt à mes fantasmes, et pourquoi je suis connecté à ces fantasmes, et d'où viennent ces fantasmes, et par rapport, et ça répond à quel besoin. Voilà. Ça, ce sont des clés qui sont assez intéressantes. Bon, qu'on voit quand on travaille ensemble avec Laetitia, parce qu'on a, alors, on a chacun, on va dire, nos expériences, on a chacun des compétences, et Laetitia, elle a de vraies compétences par rapport à toutes ces problématiques-là, ce qui fait que ce sont des sujets qui sont absolument pas tabous quand on travaille, quand on vient travailler avec nous en séminaire. Voilà. Alors, quand on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc je l'ai dit, il y a pas de sexualité normale. Il y a juste à un moment donné des gens qui sont en capacité de se faire du bien. Alors de se faire du bien à différents niveaux, hein. Là encore, on va être très... Replaçons les choses de manière spirituelle. On est toujours seul. On est toujours seul finalement. Même dans la sexualité, si on décortique de manière très froide, très analytique, le geste, la relation sexuelle, même l'accouplement, finalement, on est toujours dans sa solitude, dans son individualité. L'autre n'est jamais finalement qu'un outil de masturbation. Alors je m'explique. C'est-à-dire que c'est le corps de l'autre. On se stimule l'appareil génital en se servant du corps de l'autre. Voilà, réfléchissez à ça. Que ce soit un homme, par la pénétration, alors je vais rester sur l'accouplement standard, par la pénétration, c'est la stimulation du corps de l'autre, de l'appareil génital par le corps de l'autre, par la pénétration qui l'amène au plaisir. La femme, c'est exactement la même chose. Le fait d'être pénétré par l'homme, qui est une stimulation vaginale qui lui permet, vaginale ou clitoridienne, hein, mais qui lui permet d'accéder au plaisir. Donc finalement, techniquement, à froid, on se sert du corps de l'autre, comme on se fait du bien à soi-même finalement avec ses mains, etc. Et on se sert du sexe, de la bouche, des mains, du corps de l'autre pour se stimuler l'un l'autre pour arriver à du plaisir. Ça peut être une manière de décrire ce qu'est finalement un acte sexuel. Et donc ça c'est l'analyse à froid. Et maintenant, c'est comment je me connecte, puisque je suis toujours tout seul. Même quand j'atteins un plaisir extraordinaire, même quand il y a un orgasme très puissant, même si, en admettant qu'il soit exactement simultané avec mon ou ma partenaire, je suis encore tout seul dans mon ressenti par rapport à cet orgasme-là. On parle de partage, mais on est soi-même seul à savoir exactement le goût que ça a à l'intérieur. Tout comme un mets, on peut aimer tous les deux les mêmes mets, on peut aimer tous les deux le même plat, on peut aimer tous les deux le même vin, on peut aimer tous les deux le même livre, etc. Le ressenti à l'intérieur, il est toujours unique, et il est toujours spécifique. Voilà. Après, c'est comment on se rencontre autour de ça, comment on met de la lumière là-dessus, etc. Voilà. Bon, je crois que j'étais assez complet sur le sujet. Je n'oublierai pas de dire que de toute façon, comme j'ai dit qu'il n'y avait pas de sexualité normale, mais que des gens qui sont à un moment venu, qui s'entendent très bien là-dessus. Puis il y a des gens qui sont uniquement dans des sphères fantasmatiques, hein, des gens qui sont sur des pratiques qui répondent à des conditionnements de sexualité qui leur conviennent parfaitement. Et si les deux sont sur la même sphère, tout marche très très bien. Si les deux sont purement sur des sphères émotionnelles très très fortes, une spiritualité très très présente dans leur sexualité, avec une approche très 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 tantrique, c'est parfait aussi. Bon, c'est moins bien quand il y en a un qui est avec un objectif de performance, un objectif de réponse, d'adéquation avec son monde fantasmatique, et l'autre qui est plus branché sur de la connexion et du ressenti pur, émotionnel et spirituel. Voilà. Donc,
Il n'y a pas de normalité, il y a juste des gens qui ont une capacité déjà à bien se connaître, à savoir exactement de quoi est faite leur sexualité, quelles sont leurs attentes, et puis pour pouvoir trouver le partenaire, le ou la partenaire qui leur convienne. Donc l'important, c'est le consentement. L'important, c'est des objectifs communs. L'important, c'est le consentement, naturellement, on ne le dira jamais assez. Il n'y a pas de normalité, il n'y a pas d'âge non plus. Il n'y a pas d'âge non plus, il n'y a pas de... Alors même s'il y a les barrières de l'âge, les barrières physiologiques qui entrent en ligne de compte, particulièrement pour les femmes, il n'y a pas d'âge pour avoir une sexualité. Moi, j'ai eu cette chance, moi, de rencontrer, alors d'avoir notamment des grands-parents. C'était un couple qui s'entendait très très bien et sur ce terrain-là particulièrement, et d'avoir un grand-père qui a 82 ans me disait que c'était extraordinaire encore. Voilà. Et d'autres octogénaires qui, pareil, se sont confiés. D'ailleurs, je crois qu'il y en a qui sont très médiatiques là-dessus. Je crois que c'était l'actrice Macha Merrill et le compositeur Michel Legrand qui formaient un couple qui parlait de sa sexualité comme quelque chose d'extraordinaire à passer 80 et 90 ans. Voilà, simplement on est sur d'autres manières de ressentir les choses. Voilà. Donc il n'y a pas d'âge. Voilà. Il me semble d'avoir fait le tour de la question. Alors le tour de la question d'une question dont on ne fait jamais le tour, hein, bien évidemment. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous parler de ces sujets parce que je crois qu'aujourd'hui ils sont plus vraiment tabous et qu'il est vraiment important d'en voir un petit peu toute la profondeur, si je puis dire, et de pouvoir explorer et de mettre de la lumière sur ce sujet-là par rapport, pour savoir où on en est soi-même, que ce soit seul ou que ce soit dans son couple. Voilà. Bon, je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que on se reverra par ici, hein, ça tardera pas. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt.